Voilà, on va commencer. Alors, bonjour à tous. Et avant de commencer, je voudrais dire que j'ai apporté à nouveau des feuilles avec des références. C'est la même liste que la semaine passée, mais c'est pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion d'avoir un exemplaire. Et s'il n'y en a pas assez cette fois-ci, j'en amènerai encore la fois prochaine. Alors, ceci étant dit, donc aujourd'hui, on va aborder un nouveau chapitre dans l'étude de l'équation de Wheeler de Witt, qui est l'équation de Wheeler de Witt dans les espaces asymptotiquement plats. Mais avant cela, je voudrais terminer ce que je n'ai pas eu le temps de couvrir la semaine passée concernant les espaces, l'équation de Wheeler de Witt pour les espaces fermés. Et peut-être même avant même d'écrire quoi que ce soit au tableau, est-ce qu'il y a des questions concernant ce que j'avais expliqué la semaine passée? Je vous rappelle le contexte. On étudie l'équation de Wheeler de Witt. En fait, on a fait une approche perturbative de l'équation de Wheeler de Witt. Donc, Wheeler de Witt au voisinage d'une métrique de fond qu'on a supposé avoir des isométries. Et on a supposé que les sections spatiales étaient fermées. Donc un exemple type, et même c'est l'exemple qui motive beaucoup de travaux, c'est De Sitter. Donc si on perturbe autour de De Sitter dans le système de coordonnées statiques, les sections spatiales sont fermées, et donc on est typiquement dans cette situation. Et donc les perturbations par rapport à la métrique de fond, je les ai appelées au premier ordre HIJ, et pi, alors comment j'ai noté, pi1, IJ, donc le premier terme dans le développement perturbatif. Donc G0 c'est la métrique de fond, pi0 c'est la valeur de la courbe du moment conjugué pour la métrique de fond. Et on a vu que l'action, donc je vais écrire l'action, on n'a peut-être pas tout à fait écrit l'action, mais j'ai écrit ce qui était équivalent. Donc l'action contient toutes les informations, donc j'aime toujours écrire les choses en termes de l'action. Donc il y a les variables dynamiques, la perturbation par rapport à la métrique de fond et son moment conjugué. Et puis on a la perturbation du laps, de la fonction de laps, de déplacement, du vecteur de déplacement. Et alors on a vu aussi qu'à l'ordre 0, si le difféomorphisme qui décrit la déformation, s'il y a des isométries de la métrique de fond, le difféomorphisme ne doit pas être nécessairement infinitésimal, il peut avoir une composante non nulle le long des vecteurs de Killing de la métrique de fond, et je vais appeler ces composantes lambda A. Donc ça c'est un nom que je donne maintenant, je ne l'avais peut-être pas donné la fois passée. Et donc quelle est cette action? C'est l'intégrale. D'abord on a le terme, disons, standard linéarisé, qui est d'abord la partie cinétique qui me dit que pi ij est conjugué à la perturbation HIJ. Donc ça, c'est rien de bien particulier. En fait, tout ça, c'est l'action à l'ordre quadratique. Alors, moins n, la contrainte hamiltonienne linéarisée. Puis, la contrainte de moment linéarisée. Oui, peut-être je vais mettre... Oui, j'aime bien K. Et puis on a vu qu'il y a une contrainte qui va être quadratique, multipliant l'ordre 0 du vecteur de déformation, qui est moins lambda A, et j'ai appelé cette partie quadratique GA. Et donc en fait GA est relié, si je fais le développement perturbatif de la contrainte, au premier ordre, des contraintes au premier ordre, j'ai ceci. Au deuxième ordre, j'ai ce que j'ai appelé H mu 2. Bon, la position des indices 1 et 2, je les mets un peu là où il y a de la place. Donc ça n'est pas très, la position n'est pas très significative. Et donc en fait, c'est l'intégrale le long des vecteurs de Killing de la métrique de fond, que j'ai appelé xi0 mu A, de la partie quadratique des contraintes. Donc tout ça, c'est le développement, en fait, c'est l'action quadratique en les variables,
Et donc il y a une contribution qui vient ici lorsqu'il y a des vecteurs de Killing, lorsqu'il y a des isométries. Et donc en variant l'action par rapport au multiplicateur de Lagrange, on obtient, mais ça c'était attendu, h mu, donc mu va être maintenant perpendiculaire et k. On obtient h mu, bon, je mets le 1 ici puisque c'est là qu'il y a de la place, x est égal à 0. Donc ça, ce sont des champs, hein, ça dépend de x. Je n'ai pas écrit le x, mais il est implicite partout. Hein. Mais là, j'ai intégré sur x, donc là, il y a, donc l'intégrale sur x, pardon, elle va comme ça. Et ça, c'est dans l'intégrale sur dt. Et puis, quand je varie par rapport au lambda a, ben, j'obtiens les contraintes Ga égale à 0. Et donc, il y a des contraintes quadratiques auxquelles doivent satisfaire les perturbations linéaires et des contraintes linéaires qui sont juste la linéarisation des contraintes. Alors, il n'y a pas plus de contraintes qu'au point de départ, donc ce n'est pas des contraintes nouvelles, ceci, parce qu'on a vu que ces contraintes-là n'étaient pas indépendantes, en ce sens qu'il y a une relation qui dit que si je contracte avec les vecteurs de Killing de la métrique de fond h mu 1, on a vu que ça, c'est égal à 0. Et donc, toutes ces équations ici, il y en a un certain nombre, il y a une redondance à cause de ça. Donc, ça, c'est une identité. Mais on ne perd rien en nombre, si on veut, puisqu'on a de ces contraintes quadratiques qui sont présentes. Donc, ça, c'est ce que j'avais expliqué la semaine passée. Oui, j'avais aussi parlé des crochets de Poisson. Et donc, en fait, ces contraintes-ci engendrent l'action des isométries sur les variables de la gravitation linéarisée autour de la métrique de fond. Et donc, elles vont avoir une algèbre qui reflète le groupe d'isométrie. Et donc, si je calcule le crochet de Poisson, en fait, je vais obtenir les constantes de structure du groupe d'isométrie, qui est De Sitter, si je travaille au voisinage de De Sitter, fois les GC. Ces contraintes-ci étant linéaires vont avoir une algèbre abélienne. Et on peut supposer que les GA ont des crochets de Poisson nuls avec les H mu. Donc ils sont invariants pour les difféomorphismes linéarisés. Alors, donc ça c'est... Je m'étais arrêté plus ou moins là, je pense. Donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Bien, alors maintenant on va passer à la théorie quantique, et donc on va imposer les contraintes sur les états. Donc d'abord Wheeler de 8. Donc je pense que c'était le point 5, équation de Wheeler de 8. Mais enfin, c'est la linéarisation réellement. Donc si je travaille dans la représentation où les champs sont diagonaux, donc je vais avoir des fonctionnels qui dépendent des HIJ de x. Et puis 1 IJ, ça va être la dérivée fonctionnelle par rapport au psi. Mais je vais avoir deux types d'équations. Je vais avoir h mu de x, disons psi, égal à 0, où il faut comprendre, chaque fois qu'on voit un pi, il faut le remplacer par la dérivée fonctionnelle, h bar sur i fois la dérivée fonctionnelle par rapport au HIJ. Donc ça va être les équations de Wheeler de 8 linéarisées, mais en plus de ça, il va falloir imposer les contraintes GA psi égale à 0. Donc ces contraintes, elles expriment que les états physiques sont invariants pour les difféomorphismes linéarisés, on les comprend bien. Mais ces contraintes-ci, qu'est-ce qu'elles expriment ? Elles expriment que les états physiques sont invariants pour les isométries de De Sitter. Donc on doit être dans la représentation triviale du groupe de De Sitter. Et ça, c'est une conséquence de l'invariance de jauge de départ dont on est parti. Hein. Donc tout ça, c'est des dérivés de ce dont on est parti. Alors à nouveau, comme je l'ai dit, on n'a pas plus de contraintes parce que ces contraintes-ci ne sont pas indépendantes étant donné qu'on a cette relation. Donc on a le même nombre de contraintes, on ne perd rien malgré les isométries puisque c'est retrouvé sous forme quadratique. Et je vous avais expliqué la signification physique de ces contraintes quadratiques, hein, faisant une analogie avec l'électromagnétisme. Dans un espace fermé, pour l'électromagnétisme, la charge totale est nulle. Et c'est une contrainte sur les champs chargés, c'est que leur intégrale qui donne la charge totale doit être nulle. Et ça, on a exactement l'équivalent ici.
Bien, alors, je voudrais illustrer l'approche BRST à ce problème-là pour montrer justement qu'il y a un lien intéressant entre approche BRST et mesure invariante sur le groupe, mesure de Haar. C'est le point que je vais illustrer, je ne vais pas faire beaucoup plus. Donc théorie BRST. Donc on va construire oméga pour la théorie linéarisée. Donc on va introduire des fantômes. Donc on va introduire des fantômes C mu et leur moment conjugué P bar mu, qui sont des champs. Mais on va également introduire des fantômes pour cette contrainte que je vais appeler CA et P bar A. Et là, ils viennent en nombre fini, la dimension, égale à la dimension du groupe d'isométrie. Donc de Sitter à 4, ça va faire 10 fantômes. Alors, comme les contraintes ici sont abéliennes, ben la partie... Oui, alors on va aussi... Ben je l'introduirai après, il y aura le secteur non minimal, mais il viendra après. D3 de X, ben je vais avoir les H mu fois leur fantôme. Puis je vais avoir les GA. Alors là, c'est plus D3 de X. Donc là, je ne le mets pas. Donc le D3 de X, il porte uniquement là-dessus. Hein. Là, c'est des champs. Là, ce n'est pas des champs, mais donc il y a une sommation sur A fois leur fantôme. Et puisque l'algèbre n'est pas abélienne, mais c'est une algèbre, donc ça va être moins 1,5 P bar C, C, AB, CA, CB. Et il n'y a rien d'autre, puisque les relations de commutation sont particulièrement simples, enfin les crochets de poisson sont particulièrement simples dans cette relation. Alors en fait, ce n'est pas tout à fait juste qu'il n'y a rien d'autre. Il y a quelque chose d'autre lié au fait que les contraintes ne sont pas indépendantes. Donc il y a ce qu'on appelle les conditions de réductibilité que j'ai écrites ici sur les contraintes. La manière de tenir compte de ces conditions de réductibilité, c'est d'introduire ce qu'on appelle des fantômes de fantômes qui tiennent compte du fait que les contraintes ne sont pas indépendantes et qu'en introduisant cette paire de variables conjuguées, disons, pour compenser les contraintes, on en introduit trop parce qu'il y a moins de contraintes qu'on ne pense, indépendantes qu'on ne pense. Elles sont soumises à ces relations. Alors, je ne vais pas développer la théorie ici parce que ce n'est pas ça qui va m'intéresser. C'est intéressant en soi. Donc il y a normalement des fantômes de fantômes qui sont paramétrisés d'ailleurs par le nombre de relations de réductibilité, c'est-à-dire en nombre égaux au nombre à la dimension du groupe. Je ne vais pas le faire ici, donc je vais juste le mentionner parce que ceci est incomplet, il manque cette partie-là. Donc il y a plus... Alors c'est juste pour vous mettre en appétit, je ne vais pas le faire, fantôme de fantôme. Et donc l'idée c'est que les recettes que je vous ai données pour construire BRST sont bonnes quand les contraintes sont indépendantes. Quand les contraintes ne sont pas indépendantes, on introduit sans le vouloir de la cohomologie qu'on n'a pas envie d'avoir parce qu'on veut garder le fait que la cohomologie BRST contrôle les invariants de jauge. Et ici, on n'aura plus cette égalité à cause du fait que les contraintes ne sont pas indépendantes. Et pour compenser cela, on est obligé d'introduire ce qu'on appelle des fantômes de fantômes. Je ne le ferai pas, je l'ai juste dit, je l'ai écrit ici, comme ça, si vous prenez une photo, il n'y a pas d'erreur. Mais bon, c'est intéressant en soi, mais on ne peut pas faire tout ce qui est intéressant. Alors, ceci étant dit, en fait, la partie qui va m'intéresser, c'est la partie finie. Donc, on va supposer qu'on a réussi à tenir compte de l'invariance linéarisée, mais on va par contre s'intéresser à voir comment on tient compte de ça. Donc, je vais regarder un oméga tronqué. Donc c'est un oméga, bon, ça je vais mettre total, comme ça. Oméga tronqué, j'écris rien. C'est en fait juste la partie. Et on voit que ça se découple, hein, donc on peut le faire. On va regarder que ça. Donc on va voir comment... Et alors je vais directement ajouter
ce qu'on a vu à la leçon encore d'avant, le secteur non minimal, donc on a vu qui contient les antifantômes et leurs moments conjugués, donc, et les multiplicateurs de Lagrange que j'ai appelés lambda A et leurs moments conjugués. Et donc les moments conjugués à ces antifantômes, je les ai appelés PA, et donc il y a les antifantômes C bar A. Donc on ajoute ceci, et ça ne change pas la cohomologie, mais on a vu qu'on en avait besoin si on voulait être capable de définir un produit scalaire pour les états physiques. Alors, oui? Oui. Dans l'oméga total, il ne manque pas la transformation BRST des CMU. Les CMU, ben, c'est des fantômes abéliens. Les contraintes sont abéliennes. Donc c'est 1 ici, pardon. Effectivement, si les contraintes n'étaient pas abéliennes, il faudrait des termes en plus. Mais comme ces contraintes, c'est la gravitation linéarisée. Et donc en fait ces H-mu sont linéaires en les champs. Donc les crochets de poisson ne contiennent pas les champs. Et comme ils doivent être nuls sur la surface des contraintes, ils sont identiquement nuls. Et donc effectivement, cette partie-là est simple. Bon, c'est évidemment une très grande simplification de la gravitation linéarisée. Hein. Alors, on va chercher donc les états, mais dans un espace plus grand, donc qui contiennent les variables gravitationnelles, bien entendu. Et j'oublie cette partie-ci, les C et les P bar A, et la partie non minimale correspondante. Et donc on va imposer évidemment la condition oméga psi égale à 0. Donc je suppose que j'ai pu donner une définition opérationnelle de oméga, mais là c'est un groupe, c'est plus facile, tel que oméga carré soit égal à 0. Et donc on sait que les états physiques sont donnés par la cohomologie BRST. Donc je laisse tomber le symbole qui dit que c'est un opérateur, c'est un opérateur. Et on va imposer la condition que le nombre de fantômes des psi soit égal à 0. Mais ça laisse encore plusieurs choix possibles. On va imposer également que les fantômes annihilent les psi. Donc on est dans l'état du point de vue des fantômes complètement rempli. Donc, oui. Donc, qui sera donné dans la représentation où les états sont des fonctions des fantômes par le monôme C1, C2, C3, C4, c'est dimensions du groupe, 10, si c'est deux-citaire, C bar 1, C bar 2, hein, annihilé par les C. Donc celui où on a mis tous les C. Donc si on agit encore avec un C, comme C1 carré égale à 0, ça fait 0, C2 carré, Cm carré fait 0. D'accord, donc on va travailler avec ces états, parce qu'on a vu que ces états avaient la propriété intéressante que lorsqu'on impose la condition BRST, comme on est dans l'état rempli du point de vue des fantômes, on n'avait pas de condition. Bon, on obtiendra une condition avec ceci, bien entendu, puisque la P fait descendre C bar de 1, mais ça c'est facile, ça va nous dire que les états ne peuvent pas dépendre de la variable conjuguée. Un BA agissant sur psi doit être égal à 0, donc ça veut dire que psi ne dépend pas de lambda A. Mais, donc ça c'est facile à résoudre, c'est une contrainte qui est claire. Par contre, résoudre les contraintes quantiques, c'est compliqué. Donc résoudre ces équations-ci, c'est compliqué, mais il ne faut pas les résoudre quand on travaille dans cette représentation, parce que le fait qu'on ait un C et qu'on travaille avec des états annihilés par tous les C implique qu'il n'y a aucune condition supplémentaire à imposer. Donc en fait, si j'impose oméga psi égale à 0 et que je travaille avec un psi qui est fonctionnel, enfin fonctionnel de certaines variables, des champs, ça va dépendre aussi des lambda A fois cet état rempli, oméga psi égale à 0, comme je l'ai indiqué, implique que delta psi sur d lambda A, la dérivée fonctionnelle, la dérivée ordinaire, d'ailleurs c'est des variables en nombre fini, d psi sur d lambda A égale à 0. Donc ça viendra de ce terme. Donc tous ces termes-ci automatiquement annihilent
cet état-ci, donc ça ne va rien donner quand vous imposez la condition oméga psi égale à 0, mais ce terme-ci va vous dire que ceci, puisque c'est le moment conjugué à lambda, ça va être la dérivée par rapport à lambda, agissant sur psi doit être égal à 0. Donc psi ne peut pas dépendre de lambda, donc c'est l'état qu'on appelle parfois b égale à 0. Dire que si une fonction d'onde ne dépend pas de q, ben, ça veut dire que le moment p est égal à 0. Impulsion nulle dans la présentation des coordonnées, c'est un état qui ne dépend pas des q. C'est EI, P, Q, donc si P égale à 0, c'est constante. D'accord, donc c'est la même chose. Ceci dit que le moment conjugué à lambda annule l'état. Donc en fait, psi ne dépendra que des h. Alors, la raison pour laquelle je parle de ceci maintenant, c'est que je voudrais vous montrer que ce que j'ai utilisé comme technique pour définir le produit scalaire donne des choses qu'on reconnaît qui sont intéressantes. Alors, je vous ai dit, supposons que je prenne deux états. Alors, oui, avant même de parler de produit scalaire, il y a une chose supplémentaire que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de condition sur la dépendance de psi en les h, qui vient de là. Par contre, l'identification ici est non triviale. Elle va vous identifier. Des psi différentes vont correspondre au même état physique, et ça, il faut le calculer par cette relation. Donc c'est un peu l'opposé de ce qui se passait pour les états qui obéissent à la condition, puisque comme ça, je vais PA c'est l'état du vide, c'est le vide où il n'y a pas de C du tout, donc si vous différenciez par rapport à C, vous obtenez 0. Dans ce cas-là, quand on regarde ce que donne la coordination oméga psi égale à 0, tout le travail, c'est ceci qui est la partie non triviale, et ça c'est trivial, puisque les P annihilent les états. Et donc, puisque ça est non trivial, ça veut dire que dans ce cas-là, il faut résoudre la contrainte, donc les états vont dans cette représentation, si je fais ce choix-là, il va falloir résoudre la contrainte pour la dépendance en les h, ce qui est compliqué. Et par contre, l'identification ne donne rien, parce qu'il n'y a aucun état de nombre de fantômes plus bas. Donc dans ce cas-là, c'est juste la dualité. Donc dans une approche, cette équation-ci ne dit rien, mais ça, c'est absolument non trivial. Et dans l'autre approche, ça dit c'est non trivial, et ça n'ajoute rien. C'est plus facile de ne pas devoir résoudre l'équation, donc c'est pour ça qu'on préfère travailler avec ces états, en mettant la difficulté pour plus tard, ici. Alors, tout ceci parce que je veux illustrer un point important pour rendre les choses un peu plus concrètes concernant le produit scalaire. Donc je vous ai dit, si je me donne deux états physiques, des états physiques, je vais les noter de la manière suivante. D'abord, on a dit on choisissait la représentation où les C remplissent complètement l'état. Alors, l'état qui ne dépend pas de lambda, je le note B égale à 0. Je mets ça ici comme ça explicitement. Donc ça, c'est le nombre quantique correspondant à la partie lambda. Et je vais choisir, parce que c'est plus facile, mais ça n'est pas fondamental, les états qui diagonalisent les Q, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, HIJ. Donc, je vais prendre un état de ce type-ci. Donc ça veut dire que c'est un état où je vais mettre 1 ici, où la géométrie est complètement spécifiée. Donc le moment conjugué va être complètement délocalisé, oui, sans valeur fixe. Donc c'est l'équivalent des états qu'on appelle Q en mécanique quantique, où on fixe la valeur propre Q. Alors P, évidemment, est complètement arbitraire, délocalisé. Ce n'est pas des états propres de P. Ici, l'analogue des Q, c'est les HIJ, donc je regarde un état où les HIJ sont diagonaux. C'est clairement pas une solution de cette équation. Pardon, de cette équation-ci, parce qu'il y a ça, mais ce n'est pas une équation de cette équation ici. Mais ce n'est pas grave, puisque c'est solution de cette équation. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est de calculer des produits scalaires de deux tels états physiques.
Et on a vu que bon, le produit scalaire était mal défini. Donc je me donne deux configurations des Q, donc des HIJ. B doit être toujours égal à 0 par la condition B restée. J'ai envie de calculer cette amplitude. Et je vous ai dit, cette amplitude, elle est mal définie parce qu'il y a une divergence qui vient du fait qu'ici on a des états non normalisés, et puis il y a un 0 qui vient de là. Donc si on fait le calcul bêtement, on obtient 0 fois l'infini. Donc on ne sait pas très bien, on ne sait pas ce que c'est, mais l'idée c'est qu'on utilise les idées, les méthodes BRST pour donner un sens à ce produit scalaire, c'est-à-dire qu'on insère un opérateur qui diffère de l'identité par quelque chose qui est BRST trivial. Donc pour être tout à fait précis, on va insérer ceci, où on choisit bien K. Donc il y a un arbitraire dans le choix de K, mais formellement en tout cas, deux choix de K différents vont donner les mêmes produits scalaires, parce que deux choix de K vont donner des opérateurs qui diffèrent par des opérateurs BRST exacts, et donc dont les valeurs moyennes sont 0 quand c'est pris entre des états physiques. Hein, je vous avais dit, c'est comme ça qu'on fait. Alors, quel est le cas qu'on va prendre? Alors, puisque ça ne dépend pas du choix. Donc, pour autant que le cas soit choisi de manière à ce que ce produit scalaire soit bien défini, formellement, la valeur qu'on va obtenir ne va pas dépendre du cas. Et le cas le plus simple qu'on va prendre, donc ça doit être de nombre de fantômes moins 1, parce qu'il faut que ceci soit de nombre de fantômes 0, et oméga est de nombre de fantômes 1. Donc ici, on va prendre moins 1. Alors, quels sont les candidats en nombre de fantômes moins 1? Il y a P bar et il y a C bar. On va prendre P bar A fois lambda A. Alors, comme donne le commutateur gradué, donc qui est dans ce cas-ci l'anticommutateur de K avec oméga, alors peut-être que... Ah oui, c'est imaginaire pur, c'est bon. Alors, rappelez-vous, ça c'est I fois le crochet de poisson. Alors, lambda, il faut aller regarder l'expression qui est ici. Lambda est conjugué à B, donc on va avoir un terme qui vient de, lorsque je calcule le crochet de poisson de lambda avec B, qui va être un terme quadratique en les P rondes, ça va être P bar A, PA. Et puis P bar étant conjugué au fantôme, je vais obtenir un terme qui vient de là, et qui va être donc lambda A fois la contrainte, et puis je vais un terme qui va venir d'ici. Donc si je mets tout ensemble, je vous laisse vérifier. Donc je vais d'abord écrire les termes qui contiennent les lambdas. Donc les termes qui contiennent les lambdas, c'est quand je prends le crochet, c'est quand je prends le crochet de poisson de P bar A avec sa variable conjuguée qui est CA. Alors je dois en fait remplacer un C par un lambda, peut-être avec un facteur quand c'est quadratique, un facteur 2. Donc en fait on obtient ça. Donc j'ai oublié, c'est I fois le crochet de poisson, donc c'est I plus I, on a un terme qui va être qui va contenir les moments conjugués au fantôme et le fantôme, et le multiplicateur de Lagrange. Et puis je vais avoir un terme, donc ça c'est les deux termes qui viennent du crochet lorsque c'est P bar A que je prends avec ça. Et puis j'ai dit, oui, mais lambda A a aussi sa variable conjuguée qui apparaît ici. Donc je vais également avoir une contribution quand je prends le crochet de lambda avec B, et donc c'est P fois P bar. Il faut faire attention alors parce que ça anticommute. P bar A, PA. Donc ça, c'est ce que je dois insérer dans l'exponentielle. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Donc, ici, donc, le produit scalaire s'obtient en intégrant sur les lambdas, en intégrant sur les fantômes bar,
Et puis, il faut aussi, il y a le produit scalaire en les h ici. Ça, je ne vais pas le faire. Donc, ce que je vais écrire, donc l'intégrale sur lambda, mais on sait que c'est les états b égale à 0, b égale à 0. Hein. Donc, les choses se décomposent. Donc, je vais d'abord écrire et puis on va commenter. Oui, donc aussi, donc j'écris et puis, comme je l'ai dit, je commente. Fois mu de lambda, où mu de lambda, c'est donc, vous voyez, en fait, ça, c'est ceci. Ceci ne contient aucun fantôme ni moment conjugué. Et ici, ça ne contient ni lambda, ni son moment conjugué, ni les h, ni leur moment conjugué. En d'autres termes, ces deux opérateurs-ci commutent. Donc l'exponentielle de k oméga, ça va être l'exponentielle du premier fois l'exponentielle du deuxième, puisque c'est des opérateurs qui commutent. L'exponentielle du premier n'agit pas sur les fantômes, ça ne contient pas les fantômes. Donc ça va se factoriser. Et donc je vais avoir à calculer un produit scalaire de l'exponentielle du premier dans les états qui rendent lambda égal à 0. Donc ça veut dire qu'on va intégrer sur les lambda. Et ici, je vais avoir ce qui reste, je n'ai pas fini. Hein. Je voulais expliquer comment j'arrivais à ce que je suis en train d'écrire. Donc l'autre opérateur, qui lui est purement... il agit sur les fantômes. C'est cet opérateur-ci. Donc vous voyez que j'ai une intégrale sur lambda. Bon, évidemment, c'est un produit scalaire fonctionnel ici, hein, c'est une intégrale fonctionnelle sur l'H, mais je ne l'écris pas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ces états, on agit dessus avec la contrainte, avec un paramètre qui est lambda, et le tout est pondéré par une certaine fonction de lambda définie comme ce qui vient des fantômes. D'accord? Est-ce que le calcul est clair? Donc j'ai utilisé le fait que on avait quelque chose ici simple qui ne dépendait pas des Q. Donc on peut séparer l'exponentielle en un produit d'exponentielle. On peut la décomposer en un produit d'exponentielle. Il y a une exponentielle qui agit dans un secteur et l'autre, elle agit sur les fantômes. Et donc on a ça. Alors ceci, on peut montrer, donc je ne vais pas le montrer explicitement ici parce que probablement que certains n'ont jamais vu ce concept. Donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'intégrer sur le groupe d'isométrie de la métrique de fond, puisque les GA, c'est les générateurs des transformations correspondantes. Hein, c'est ce que je vous ai dit. À chaque isométrie, on a un générateur, et ceci nous dit que les états sont invariants pour les isométries de la métrique de fond. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est ici on a mis des états quelconques, mais on est en train de moyenner ces états sur le groupe, puisque ceci c'est l'opérateur correspondant au groupe. Ça c'est les générateurs infinitésimaux avec un certain paramètre, mais on le fait varier. Donc c'est des coordonnées canoniques. Et donc ceci, vous voyez apparaître dans le produit scalaire une moyenne sur le groupe. Avec quelle mesure? Eh bien, un théorème qu'on peut démontrer, c'est que ceci est ce qu'on appelle la mesure invariante, ou aussi mesure invariante, ou aussi mesure de Haar, qui dans notre cas, et en fait, on a un groupe unimodulaire parce que De Sitter, c'est semi-simple, même simple. Donc on peut montrer que la mesure invariante à gauche est la même que la mesure invariante à droite pour ceux qui connaissent. Donc il existe une théorie d'intégration sur les groupes qui a la propriété que la mesure d'intégration est invariante, soit pour les translations à gauche sur le groupe, on appelle ça la mesure invariante à gauche, soit pour les translations à droite, on l'appelle la mesure invariante à droite, et les deux coïncident quand le groupe est ce qu'on appelle unimodulaire, ce qui est le cas pour les groupes comme le groupe de De Sitter. Et donc, dans ce cas-là, il y a la mesure invariante à gauche et la mesure invariante à droite coïncidant. On appelle cette mesure invariante.
Et donc vous voyez apparaître du formalisme BRST automatiquement une moyenne sur le groupe avec la bonne mesure. Et la bonne mesure vous est fournie par les fantômes. Donc les fantômes vous donnent la mesure invariante sur le groupe. Je ne vais pas calculer les intégrales explicitement, je voulais juste illustrer le fait que BRST a des liens avec des théories mathématiques qu'on connaît bien, et en fait, ça traduit une invariance BRST. Donc dans le cas-ci, on a un groupe d'isométrie qui doit être le groupe de jauge, donc clairement, on s'attend à trouver quelque chose comme ça, et bien effectivement, on trouve la mesure invariante. Donc les fantômes et toute cette machinerie qui a peut-être l'air un peu abstraite, ben vous voyez que dans ce cas-là, elle donne quelque chose de bien connu, qui est la mesure invariante de Haar. Et vous voyez aussi que c'est une fixation de jauge, enfin, je ne devrais pas parler de fixation de jauge. La définition du produit scalaire n'implique justement pas de fixation de jauge, puisqu'on fait une moyenne sur en fait toutes les transformations du groupe. Et donc on court-circuite en quelque sorte le problème de trouver une bonne condition de jauge. Parce qu'une bonne condition de jauge, ce serait une condition sur les HIJ telle qu'on intersecte une et une seule fois les orbites du groupe de De Sitter. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, il existe d'autres manières, en choisissant autrement les cas et l'autre représentation, de montrer que le produit scalaire se ramène à un produit scalaire avec une condition de jauge, donc, où on n'intègre pas sur les orbites, mais uniquement sur la variété transverse. Mais bon, donc ça je ne vais pas le développer ici, puisqu'ici on a quelque chose qui en fait est très satisfaisant. On voit apparaître du formalisme BRST l'intégrale invariante sur le groupe. Bien, donc je vais arrêter ici. Donc là, ce qu'il faut retenir de ce que je vous ai dit sur les espaces fermés, c'est deux choses. D'abord, la partie linéarisée des contraintes, ce n'est pas tout. Il y a également d'autres contraintes quadratiques qui apparaissent lorsqu'il y a un groupe d'isométrie. Et c'est celle-ci. Et donc elles expriment que les états physiques sont non seulement invariants pour les transformations, disons, de la gravitation linéarisée autour de la métrique de fond, mais également invariants pour le groupe d'isométrie de la métrique de fond. Et si je regarde uniquement pour cette partie-là ce que donne BRST, on voit également apparaître quelque chose de sympathique, à savoir que le produit scalaire fait apparaître une moyenne sur le groupe avec la bonne mesure, et la bonne mesure est précisément ce qui vient des fantômes. Oui ? Est-ce que tu n'as pas un problème en moyennant pour avoir une fonction invariante dans le sens où le groupe de Sitter est non compact ? Oui, mais c'est pour ça qu'il faut bien choisir. Les HIJ ne doivent pas être pris... c'est des fonctions qui peuvent être prises à support compact. Bon, évidemment, ici, j'ai pris des choses qui sont des distributions, mais réellement, il faut mettre des états ici qui sont tels que les intégrales sont finies. Donc ici, ça serait un problème si ça devait satisfaire aux contraintes, parce qu'alors, ça serait évidemment infini. Mais comme ça ne doit pas satisfaire aux contraintes, c'est ça qui est bien. Je peux choisir mes états de manière à ce que ces produits scalaires soient finis. Par exemple, si je prends ça à support compact, à un moment donné, je vais sortir du support en agissant avec un groupe non compact. Donc la réponse est non, il n'y a pas de problème. Et en fait, pour De Sitter, il y a des papiers qui sont cités où les choses ont été poussées plus loin. En fait, pour De Sitter, ce qui est intéressant, c'est que les gens ont postulé ce produit scalaire pour la gravitation linéarisée quantifiée autour de De Sitter. Ils l'ont postulé, mais sans savoir que ça venait de BRST. Ils ne connaissaient pas BRST, ils se sont rendus compte que si on voulait des états invariants, le produit scalaire standard allait être divergent. Et si on voulait que le produit scalaire standard ne soit pas divergent, il n'y avait qu'une seule solution qui était le vide, donc ce n'était pas intéressant. Et donc quelqu'un s'est rendu compte, ah oui, mais je vais postuler ça comme étant un bon produit scalaire, et ça remplissait toutes sortes de bonnes conditions. Et en fait, il y a une justification de ce produit scalaire qui est BRST. Oui ? Tu as dit que dans un certain sens, c'était équivalent à un certain fixage de jauge, ça, mais on ne fixe pas de jauge les isométries, non ? Ici, on ne doit pas, non, justement. Mais donc, pourquoi tu as dit que c'était équivalent dans un certain sens ? Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que la même construction BRST avec un autre choix de cas
différent peut se ramener à un problème de fixation, à une description en termes de fixation de jauge. L'avantage, je préfère, ceci à mon avis est mieux parce que justement on contourne le problème de devoir fixer la jauge, qui peut être très compliqué quand il a une solution. Pardon ? C'est ton fermion de jauge. C'est ça, mais je n'ai pas voulu l'appeler fermion de jauge parce que ça ne fixe pas la jauge. Mais effectivement, en fait, il y a une traduction de tout ça dans le terme de l'intégrale fonctionnelle. Et dans l'intégrale fonctionnelle, c'est le terme qu'il faut mettre pour rendre l'intégrale fonctionnelle bien définie, ce qui revient à dire on ne veut pas qu'il y ait de dégénérescence liée à une invariance de jauge. Donc ça fixe moralement la jauge, c'est vrai. En fait, ça fixe une jauge sur les lambdas. On peut voir que les lambdas se transforment aussi sur l'invariance de jauge. Donc sans rien dire ici, on fixe en fait la jauge en utilisant les lambdas, et là c'est beaucoup plus facile, parce que c'est les multiplicateurs de Lagrange. Mais bon, je ne vais peut-être pas m'avancer trop là-dedans, parce que sinon je vais de nouveau accumuler du retard à la leçon suivante. Donc, comme j'ai dit, deux leçons à retenir. D'abord, la présence de ces contraintes, et ensuite, le fait que la bonne manière de définir les produits scalaires, c'est comme ceci. Ça résout le problème qu'a priori, on s'attendrait à ce que le produit scalaire soit infini. Et comme je l'ai dit, il y a un très bon article où ça a été introduit pour la première fois, qui est un article, j'espère mentionné ici, oui, c'est Higuchi. Alors ça s'appelle Quantum Linearization Instabilities of de Sitter Spacetime. Bon, alors ça a l'air d'être improbable pour... en fait, il étudie le graviton autour de De Sitter, pardon. Et en particulier les contraintes, comment traiter cette contrainte, qui dans le cadre BRST est beaucoup plus simple conceptuellement, je pense, plus logique. D'autres questions ? Donc ce que je voudrais faire maintenant, c'est passer à un autre sujet qui est Wheeler-DeWitt dans un autre contexte, à savoir les espaces asymptotiquement plats. Alors Minkowski possède aussi des isométries, donc on pourrait se dire, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va avoir le même type de difficulté ? Est-ce qu'on va avoir aussi une condition qui va apparaître qui dit que les états physiques doivent être invariants pour les isométries de Minkowski ? Je vais vous montrer que ce n'est pas le cas. Et je vais expliquer pourquoi ce n'est pas le cas. Donc il y a une très grande différence entre les isométries de la métrique de fond dans le cas où les espaces ne sont pas fermés et possèdent une zone asymptotique ou sont ouverts, comme Minkowski, comme anti-de Sitter la semaine prochaine, et les espaces où les sections sont fermées. Donc on va voir en fait que la grande différence est l'apparition de termes de surface. Et que ces termes de surface, c'est tout. Voilà, donc ça je vais expliquer. Et pour ça, j'ai besoin de faire de la place. Donc on va voir en fait que les générateurs des isométries d'espaces comme Minkowski ou anti-de Sitter, sur une zone asymptotique, qui ne sont pas des espaces fermés, mais les générateurs de ces isométries ne sont pas juste des combinaisons des contraintes. Il y a un terme de surface en plus, et à cause de ce terme de surface, ces générateurs ne sont pas nuls et ont une action non triviale. Alors à nouveau, je vais commencer par la partie classique, qui est d'ailleurs celle qu'on contrôle bien, et puis passer à la partie quantique, je donnerai les principes généraux. Mais la partie classique, elle, est tout à fait 100% sous contrôle. Donc, c'est l'équation d'Wheeler-DeWitt pour les espaces asymptotiquement plats.
Et un message important donc, que je vais faire passer à ce propos-là, c'est l'importance des termes de surface. Alors, pour illustrer l'importance des termes de surface, je vais prendre le problème de l'énergie en gravitation, et donc définir le hamiltonien, puisque le hamiltonien c'est l'énergie. Donc c'est hamiltonien donc pour la gravitation dans le cadre des espaces asymptotiquement plats. Je vais d'abord donner le résultat, et puis je vais vous dire comment on dérive ce résultat. Donc d'abord le résultat, et je vais vous montrer que c'est défini par un terme de surface. Donc ce qu'on regarde, c'est les espaces temps, donc dans la métrique asymptotiquement, donc on suppose qu'il existe une zone asymptotique, je suppose que je choisis une coordonnée R qui tend vers l'infini dans la zone asymptotique. Donc on suppose qu'à très grande distance, donc c'est typiquement pour comprendre des systèmes isolés, donc on a un système isolé, l'un du système, le champ de gravitation est de plus en plus faible, c'est-à-dire on tend vers Minkowski, et donc voilà, donc je pense que j'ai une coordonnée radiale qui me décrit l'éloignement de cet objet isolé qu'on examine, et donc loin de cet objet isolé, la métrique s'approche de Minkowski. Et donc en fait, asymptotiquement, on a une structure supplémentaire qui nous est donnée par Minkowski. Et donc en particulier, on peut parler de translation dans le temps minkowskien à l'infini. Alors, c'est un difféomorphisme, c'est vrai, puisque toute transformation de coordonnées, et en particulier les translations dans le temps, sont des difféomorphismes. Mais ce difféomorphisme, c'est un difféomorphisme qui a une action physique observable, contrairement aux autres difféomorphismes. Et ça, c'est un concept important à bien comprendre. Donc, je vais d'abord illustrer ici, et puis on va comprendre d'où ça sort. Alors, mon espace-temps étant asymptotiquement Minkowski, je vais faire l'analyse hamiltonienne sur des hypersurfaces qui asymptotiquement tendent vers des hyperplans. Donc, je vais voir ça. Alors, entre eux, ça peut être compliqué. Et je vais supposer qu'on a quelque chose comme ça. Enfin, c'est pour vous dire qu'ici, il y a un champ de gravitation qui n'est pas nécessairement faible, mais loin, je tends vers état mu, et donc je sais ce que ça veut dire asymptotiquement ça, et je vais prendre un temps qui est... donc, les hyperplans asymptotiquement seront parallèles. Alors, je ne suis... Bon, ça peut être différent ici. Enfin, en principe, c'est de genre espace, hein. Donc, c'est peut-être pas bien. Et puis, voilà, asymptotiquement, c'est parallèle avec la même, etc. Donc, c'est le feuilletage que je considère. Asymptotiquement, hyperplan de genre espace parallèle. Et je choisis mon laps ici, donc asymptotiquement, va tendre vers 1. On avance le temps propre. Et minkowskien, donc T est choisi comme étant temps propre minkowskien d'un observateur qui sera à l'infini, et nk tend vers 0. On avance perpendiculaire. Donc des coordonnées minkowskiennes à l'infini, en d'autres termes. Et donc je suppose que la métrique spatiale, ça vient de là. Je suppose aussi que je prends des coordonnées qui sont asymptotiquement cartésiennes dans les hyperplans. Donc GIJ va tendre vers delta IJ, enfin, c'est une des conditions qui est là, pour R tendant vers l'infini. Et la courbure extrinsèque, puisque c'est des hyperplans plongés dans Minkowski, tend vers 0. Et donc les PIJ vont aussi tendre vers 0. Alors je vais préciser la manière dont ça décroît. On peut se poser la question, ça décroît quoi? Comme 1 sur R carré, 1 sur R à la puissance racine de pi. Enfin, bon. Et donc, je vais préciser. Mais pour le moment, disons, je vous donne des idées, et puis il faudra être plus précis à un moment donné, et je le serai. Alors, on va considérer
le générateur des translations dans le temps, même de manière plus générale, considérons le générateur d'une déformation quelconque de ces hypersurfaces, mais que j'appelle donc H. Donc on sait que c'est une fonction de l'espace des phases. Et puis, bon, ça va dépendre de xi perpendiculaire et xi k, mais donc j'ai dit quand même on va prendre ceci asymptotiquement, ça tend vers 1. Je prends la notation générale d'emblée ici, puisque ma déformation ne sera pas nécessairement celle induite par un déplacement dans le temps plus tard. Donc ceci, ça tend vers 1, et ça tend vers 0. Hein, donc, vous pouvez penser à n et nk, mais je pense déjà à une déformation plus générale, donc j'ai introduit déjà cette notation. Quand R tend vers l'infini. Eh bien, donc on a vu, si c'est un difféomorphisme, je vous ai dit, c'est le générateur, c'est l'intégrale des contraintes, multipliée par les paramètres. Et je prétends, et c'est la chose nouvelle, qu'il y a un terme qu'il faut ajouter de surface, que je vais écrire, et puis je vais vous dire comment on le dérive, mais on va voir que c'est important qu'il soit présent, qui est donné par une intégrale sur la sphère à l'infini de gi k k moins g kk virgule i. Donc la sommation sur les indices répétés, on a la structure euclidienne à l'infini, donc c'est sommé, bon, c'est sommé avec delta, enfin, c'est le delta qu'on prend, hein, c'est l'ordre dominant. Donc il y a un terme qu'il faut ajouter, et on fait une erreur si on ne l'ajoute pas. Et j'expliquerai pourquoi on fait une erreur si on ne l'ajoute pas tout à l'heure, ce qui va me permettre de montrer comment on le dérive. Mais ce terme est non nul, et en fait il porte un nom célèbre, c'est ce qu'on appelle l'énergie de ADM pour Arnowitt Deser et Missner, qui ont été les premiers à écrire sous cette forme l'énergie du champ de gravitation. Ça s'appelle énergie, pourquoi? Parce que à ceci, c'est le générateur des translations dans le temps asymptotique. Et le générateur des translations, c'est en général ce qu'on appelle l'énergie. Le hamiltonien. Donc, si xi perpendiculaire et xi k, donc j'ai supposé ceci pour écrire ça. Si ces conditions-là ne sont pas vraies, le terme de surface est différent. Mais si les conditions sont vraies, c'est-à-dire, donc il y a un xi perpendiculaire qui est caché ici, mais comme ça fait 1 à l'infini, je ne l'ai pas écrit. D'accord? Alors, ce terme est non nul. Par exemple, calculez ce terme sur la solution de Schwarzschild, qu'est-ce que vous allez obtenir? La masse de Schwarzschild, ce qui est satisfaisant. Faites ça sur des matriques plus compliquées, métrique de Kerr, vous obtiendrez la masse, enfin, vous obtenez la masse qu'on appelle la masse ADM. L'énergie ADM pour être plus précis. Donc dans le système Orpo, c'est la masse. Et donc, ne pas inclure ce terme serait une erreur, comme on va le voir, mais puisqu'il faut l'inclure ce terme, qu'est-ce qu'on en conclut? Eh bien que le générateur de ces changements de coordonnées particuliers, qui sont non nuls à l'infini, n'est pas nul, n'est pas juste une combinaison des contraintes, mais il y a un terme supplémentaire. Si xi perpendiculaire et xi k tendaient vers 0 à l'infini, bon alors on ne devrait pas mettre ça, et le générateur serait nul. Donc si au lieu de déformer l'hypersurface, et que si asymptotiquement j'avance pas, donc si je prenais une hypersurface qui est comme ça, presque, mais qui revient là, donc xi perpendiculaire tendrait vers 0 à l'infini, dans ce cas-là il ne faut pas ajouter le terme de surface. Et cette déformation à l'intérieur est pure jauge, est inobservable. Par contre, une déformation qui est non nulle à l'infini est observable et elle a un générateur non nul. Donc une chose importante à garder à l'esprit, c'est qu'il existe parmi les transformations de coordonnées des transformations de coordonnées qui ne correspondent pas à une simple redondance dans la description du système et qui sont inobservables, mais il en existe qui sont donc observables. Et en fait, des transformations non triviales à l'infini, où il y a cette structure minkowskienne, sont des
observables non triviales de la théorie. Bon, donc ça c'est l'idée, mais alors vous voyez tout de suite que la perspective sur l'équation de Wheeler-DeWitt va changer, parce qu'à côté de l'équation de Wheeler-DeWitt qui me dit que mes états doivent être invariants, donc mu est à nouveau perpendiculaire et k, doit être invariant pour les contraintes, donc ça c'est Wheeler-DeWitt. Il y a aussi une équation qui va me dire, mais il y a aussi une équation de Schrödinger qui me dit que IH bar dψ sur dt c'est égal à h psi. Et puisque h c'est ça, alors dans le cas des espaces fermés, j'avais que la partie contrainte et donc on avait conclu que psi ne dépendait pas de t. Mais ici j'ai un terme de surface non nul et donc je vais obtenir, si c'est un état propre par exemple de l'énergie, je vais avoir une équation qui me dit que psi dépend de E comme EI et moins I ET, avec un E non trivial si l'énergie n'est pas nulle. Et donc on a cette équation-ci de Schrödinger n'est plus vide comme elle l'était avant. En tout cas, si on se réfère au temps asymptotique qui est présent, eh bien, on a une équation de Schrödinger standard par rapport à ce temps asymptotique. Et donc les translations dans le temps minkowskien à l'infini sont observables, correspondent à des transformations physiques. Et on ne doit pas avoir des états qui sont invariants pour ces translations. Et donc ça c'est très différent. Les translations dans le temps minkowskiennes, c'est les isométries, ça fait partie des isométries minkowskiennes. Et donc on a vu que dans le cas des espaces fermés, il fallait que les états soient invariants pour ces isométries. Dans le cas des espaces avec bord, ou avec zone asymptotique, ils ne doivent pas être invariants. Et on a des équations non triviales. Et donc ça, c'est évident, c'est parce que les vecteurs qui décrivent les isométries de Minkowski ne tendent pas vers 0 à l'infini. Donc ils vont tous être accompagnés d'une intégrale de surface. Je vais expliquer ça maintenant. Parce qu'effectivement, il y a plus que des translations dans le temps qu'on peut faire. On a tout le groupe de points carrés en principe. On a même plus. Donc je vais vous donner la méthode qui permet de voir quels sont les termes de surface associés aux différentes isométries. Donc je vais dériver ceci, ou en tout cas vous dire comment on le fait. Et en fait, ici je suis, et c'est une référence que je vous ai donnée aussi, la méthode de Rege et Teitelboim. Donc c'est une des références. Donc la première chose qu'on veut faire, ou qu'il faut faire, c'est définir de manière plus précise l'espace des phases. Je vous ai dit ça doit tendre vers la métrique de... Donc, en d'autres termes, bon, c'est bien que c'est les GIJ et les PIJ, d'accord, mais il faut aussi préciser quel doit être le comportement des GIJ et des PIJ à l'infini. Et ici, je n'étais pas très précis. Donc je vais être plus précis. Et je vais être plus précis en demandant une chose importante, c'est que l'action, qui est physiquement très importante, donc je la réécris à nouveau puisque c'est important, donc il y a la partie cinétique, donc je demande que l'action, donc ça c'est PQ point, moins, alors je vais écrire N mu H mu, puisque j'ai déjà utilisé cette notation mu pour perpendiculaire et A. Et puis il y aura un terme de surface qu'on va déterminer. On va demander que cette action soit finie. Donc on veut que l'espace des phases, donc l'espace des GIJ et des PIJ, soit tel que quand je calcule l'action pour une trajectoire dans cet espace des phases, j'obtiens quelque chose de fini. Alors, donc je vais imposer des conditions limites qui satisfont à ces conditions, à cette demande. Alors, une autre chose que je veux aussi, c'est que mes conditions limites n'éliminent pas des solutions physiquement intéressantes. Si je demandais que les GIJ décroissent, je ne sais pas moi, comme 1 à la puissance, 1 sur R à la puissance 26, bon, je suis sûr que tout va converger de manière agréable, mais j'élimine Schwarzschild, puisque c'est 1 sur R.
Donc il faut à la fois être suffisamment flexible pour autoriser les solutions qu'on connaît, mais pas trop, parce qu'il est clair que si je ne demande aucune condition de décroissance, quand j'intègre sur tout le volume, je vais obtenir l'infini. Donc il faut trouver le bon endroit où se placer. Alors évidemment, l'inspiration, on l'a en regardant les solutions connues, tout d'abord. Et les solutions connues, comme Schwarzschild, elles décroissent vers Minkowski, elles tendent vers Minkowski par une déviation qui va comme 1 sur R. Donc il est naturel de se dire, on va dire, ben ça dévie de Minkowski, plus des termes, je vais utiliser la notation HIJ, qui dépendent des angles. Donc la normale, les angles, une manière de les représenter, c'est la normale unité à la sphère, qui dépend de θ et φ. Donc je vais utiliser cette notation, c'est pratique. Donc ça, c'est le vecteur unité à la sphère, donc qui dépend que de θ et φ, divisé par R, plus, a priori, c'est ça qu'on va demander. Ça contient Schwarzschild. Et pour PIJ, si on regarde les solutions connues, comme Kerr, par exemple, qui est une autre... Bon, Schwarzschild ne donne pas beaucoup d'informations, parce que pour Schwarzschild, la courbure extrinsèque est nulle. Donc ce n'est pas là qu'on va trouver la manière dont la courbure extrinsèque doit décroître à l'infini, mais il y a des conditions de cohérence qui doivent être satisfaites. Comme je dis, il faut regarder des solutions où la courbure extrinsèque serait non nulle. La solution de Kerr qui décrit un trou noir qui tourne possède cette propriété. On peut aussi se dire, je pars de Schwarzschild qui me décrit une solution au repos, et je mets ça en mouvement, faisant une transformation de Lorentz propre. Je vais avoir une nouvelle métrique, qui diffère évidemment de la précédente par une transformation de coordonnées, mais mon nouveau découpage va être différent, et là je peux regarder la courbure extrinsèque de ce nouveau découpage. Et puisque ce sera maintenant un trou noir en mouvement, il y aura une courbure extrinsèque non nulle. Donc tout ça montre qu'en fait, les bonnes conditions imposées sur les π, c'est qu'ils décroissent comme 1 sur R carré, qui va aussi dépendre de n sur R carré, plus des termes. Bon, moi je ne fignole pas, on peut faire mieux, mais je ne vais pas fignoler. Donc ça me définit les configurations que j'accepte dans mon espace des phases. Donc si vous me donnez un GIJ qui n'aurait pas ce comportement, n'est pas dans l'espace des phases, et donc en particulier dans l'intégrale fonctionnelle, il ne faut pas le considérer dans la somme qui apparaît dans la somme sur les configurations. Alors, ces conditions, malheureusement-ci, sont trop faibles. Donc elles contiennent Schwarzschild, on peut montrer qu'elles sont invariantes pour points carrés asymptotiques. Donc tout ça, c'est bien. Par contre, elles ont un défaut, c'est qu'elles font l'intégrale diverge logarithmiquement. Et pourquoi elles divergent logarithmiquement? Parce que là, j'ai en 1 sur R carré, là, j'ai du 1 sur R. Donc ceci, c'est R cube, 1 sur R cube, et ça, c'est R carré dr fois l'intégrale sur les angles, qui n'apporte rien. Enfin, je vais quand même l'écrire. J'avais envie d'écrire 2 oméga, mais on va croire que c'est BRST, donc peut-être j'écris sin θ, donc sin θ dθ dφ. Alors bon, ça c'est pas un problème évidemment, mais donc là, j'ai du R carré dr avec un 1 sur R cube, donc je vais avoir du dr sur R intégré sur tout R, c'est-à-dire une divergence logarithmique. Donc ces conditions limites souffrent d'un problème de divergence logarithmique. On peut voir aussi qu'il y a d'autres problèmes qui apparaissent quand on regarde les intégrales de surface qui définissent les charges conservées, comme on va les construire maintenant. Il y a aussi des divergences pour les rotations et les boosts, qui correspondent à des vecteurs de Killing qui explosent à l'infini. Donc ce n'est pas satisfaisant de ce point de vue-là. Donc il faut les renforcer. Mais pas trop fort, parce que si je dis on va les renforcer, on va mettre 1 sur R carré ici, 1 sur R cube, c'est pas bon, parce que ça exclut Schwarzschild. Alors la manière dont Redje et Teitelbaum se sont rendus compte qu'on pouvait les renforcer, c'est imposer ce qu'on appelle des conditions de parité sur les premiers ordres. Donc ils se sont dit, si HIJ et PIJ ont des parités opposées pour la transformation antipodale, enfin qui envoie un point de la sphère sur le point antipodal correspondant,
Si HIJ et PIJ ont des parités opposées, quand je vais calculer cette intégrale-là, la divergence va être multipliée par une intégrale sur la sphère avec une fonction qui est impaire. Et l'intégrale d'une fonction impaire sur la sphère, c'est 0. Donc il y a moyen, c'est une manière d'éliminer la divergence. Alors, vous allez dire, oui, ça paraît fort ad hoc, mais en fait, ce n'est pas tombé du ciel. On peut voir qu'imposer que HIJ soit pair pour avoir Schwarzschild, et que PIJ soit impair, non seulement ça n'élimine aucune solution que les gens connaissaient, donc aucune solution connue, Schwarzschild, Kerr, toutes les solutions Schwarzschild boostées, tout ça satisfait à ces conditions, et c'est aussi invariant pour les transformations de points carrés asymptotiques. Donc si vous faites un changement de coordonnées qui asymptotiquement tend vers point carré, vous allez évidemment modifier HIJ, vous allez modifier PIJ, mais ils vont toujours obéir à ces conditions-ci si avant la transformation, ils obéissaient à ces conditions. Donc ce n'est pas entièrement évident, mais ça peut être vérifié. Donc c'est un système qui satisfait, c'est des conditions supplémentaires qui satisfont à toutes les conditions physiques importantes, invariance par point carré, contient les solutions qu'on connaît, et qui en plus rend les différentes intégrales convergentes, l'action, mais aussi celles qui donnent les intégrales de surface, enfin les charges conservées. Donc, les gens ont imposé ça, mais après, on se sont rendu compte qu'il fallait faire attention à la chose suivante. La métrique et son moment conjugué ne sont pas des quantités invariantes par changement de coordonnées. Donc, inévitablement, quand on impose des conditions, et notamment des conditions de décroissance sur la métrique et son moment conjugué, on fixe aussi les coordonnées. Par exemple, quand je dis que c'est delta IJ, ben ça, vous savez, asymptotiquement, les coordonnées sont cartésiennes. Je pourrais travailler dans les coordonnées polaires si je voulais, mais enfin, disons, ce que je veux dire, c'est que mes conditions asymptotiques, implicitement, donnent aussi des informations sur les coordonnées. Or, il faut faire très attention quand on fixe les coordonnées, parce que je vous ai dit, il y a des changements de coordonnées qui sont juste une redondance, et ça, on peut les fixer et s'en débarrasser, fixer la jauge correspondante. Mais il y a des changements de coordonnées qui ne correspondent pas nécessairement à une redondance. Les translations dans le temps, tout point carré. Et donc, il faut s'assurer que les conditions qu'on impose n'éliminent pas des transformations de coordonnées physiquement importantes. Évidemment, on ne sait jamais, hein, c'est un peu de l'art ici, hein, parce qu'il faut avoir une idée de ce que c'est physiquement important et pas, donc il faut essayer d'être le plus général possible. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que ces transformations de coordonnées fixent, bon, elles ne fixent pas point carré, ça c'est bien, donc ça n'élimine pas point carré, donc, mais ça élimine ce qu'on appelle le groupe de symétrie que les gens avaient vu à l'infini, de Bondi-Metzner-Sachs, BMS. Elles sont trop fortes. En d'autres termes, elles sont trop fortes. Elles fixent des transformations de jauge impropres, des transformations de jauge qui ont vraiment une signification physique, et ça, on n'a pas le droit de le faire. Enfin, si on le fait, on perd quelque chose. Bon. Alors, il faut donc être plus prudent. Mais c'est très facile d'être plus prudent. Comment ? On va imposer ces conditions de parité à un difféomorphisme près. Donc là, clairement, je peux toujours faire les difféomorphismes que je veux. Donc on va dire, on impose ceci, plus un terme qu'à la parité opposée, généré par un difféomorphisme. Alors puisqu'il faut que ce soit en 1 sur R ici et en 1 sur R carré là, on peut voir que la courbure extrinsèque se transforme avec les dérivées secondes du paramètre des difféomorphismes, c'est comme une connexion. Et donc comme les dérivées de la métrique, donc il y a des dérivées secondes dans la loi de transformation, et la métrique se transforme avec les dérivées premières. Donc on va dire, bon, on impose ces conditions-ci, plus un terme engendré par des difféomorphismes d'ordre 1. Donc un difféomorphisme d'ordre 1 va induire une transformation d'ordre 1 sur R dans la métrique et d'ordre 1 sur R carré dans la courbure extrinsèque. Donc je vais écrire ça en mots, à un difféomorphisme d'ordre 1 près.
Donc un difféomorphisme qui dépend juste des angles asymptotiquement, qui ne dépend pas de R. C'est ça que je veux dire par ordre 1. D'accord? Parce que ça, ben c'est clair que... donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'autorise une partie impaire, mais cette partie impaire ici, mais cette partie impaire doit avoir une forme très précise, à savoir, elle doit correspondre à un difféomorphisme d'ordre 1. D'ordre 1 parce que c'est en 1 sur R. Et que ça fait apparaître les dérivés symétrisés du difféomorphisme, la variation de HIJ. Et ici, pareil, il peut y avoir une partie paire, donc on ne demande pas nécessairement que ce soit impair, mais cette partie paire, si elle est présente, doit être induite par un difféomorphisme, doit pouvoir s'écrire comme quelque chose d'induit par une transformation, par un difféomorphisme. Et on connaît la loi de transformation de la métrique des champs pour des difféomorphismes. Alors, donc ça va être mes conditions aux limites. Donc je vais imposer que GIJ se comporte comme ça, puis IJ se comporte comme ça, avec ces conditions de parité, mais pas strictes, twistées, si je puis dire, ou tordues par un difféomorphisme. Oui? Et si les difféomorphismes ne sont pas pairs ou impairs que tu ajoutes, comment est-ce que ça enlève la divergence? Alors, c'est une bonne question. Il faut effectivement vérifier qu'on n'est pas en train de défaire ce qu'on avait fait. Alors, ce n'est pas tout à fait trivial, mais dans la mesure où le terme impair ou pair que j'ajoute n'est pas quelconque, on peut démontrer que ça va toujours préserver, c'est-à-dire que le terme qui pourrait être divergent est en fait nul, c'est une divergence totale sur la sphère. Donc effectivement, il faut le vérifier. Je ne l'ai pas dit, merci, donc voilà, mais maintenant c'est moralement vérifié. Alors, pour être encore tout à fait plus précis, pour être sûr que ça soit vrai, il faut imposer que les contraintes décroissent un petit peu plus vite que ce qui n'est impliqué par cela. Mais demander que les contraintes, qui après tout sont nulles, décroissent plus rapidement, ça n'élimine aucune solution. Bon, ça c'est un peu technique, donc je ne vais pas entrer dans ces détails. Mais donc, ayant maintenant une définition complète de l'espace des phases, on peut calculer le générateur hamiltonien, enfin canonique, d'une transformation de symétrie. Et la technique, c'est, peut-être je le rappelle, un très bref rappel de mécanique hamiltonienne, mais c'est parce que c'est la bonne méthode à suivre dans le cas des théories de champ. Donc si je calcule, donc vous savez, donc la forme cinétique de l'intégrale pour un système, un nombre de degrés fini de liberté, c'est cela. Et ça, en fait, ceci nous dit que P est conjugué à Q. Et donc il y a une forme symplectique que je vais appeler sigma, qui est dpi dqi. Donc il y a une deux formes fermées dans l'espace des phases qui en fait décrit toute la structure des crochets de poisson. Et alors, pour des raisons où ceci c'est la différentielle dans l'espace des phases, je vais mettre un symbole V parce qu'il ne faudrait pas confondre ça avec la différentielle dans l'espace-temps. Donc il y a une deux formes dans l'espace des phases, et bon, la dérivée extérieure dans l'espace des phases, je la note dV, qui est donnée par ça, et en fait c'est à partir de là qu'on calcule les crochets de poisson, et qu'on associe champ de vecteurs hamiltonien et fonction, ou qu'on associe à toute fonction de l'espace des phases un champ de vecteurs qui préserve la structure symplectique, donc qui est un champ de vecteurs hamiltonien. Donc un champ de vecteurs, qu'est-ce que c'est? Mais ça va avoir des composantes le long de QI qui vont me dire donc, quel est le déplacement infinitésimal des QI, que j'appelle grand QI, des PI. Donc c'est un champ de vecteurs, on peut voir ça comme un déplacement infinitésimal. Donc epsilon delta dq, ben c'est epsilon QI, delta epsilon PI, c'est donc ça c'est la transformation associée au champ de vecteurs. Alors on dit que le champ de vecteurs est hamiltonien et donc il est engendré, qui définit une transformation canonique avec un certain générateur, si et seulement si il préserve la forme symplectique, ce qui revient à dire que la contraction, donc je vais juste écrire les formules et on va voir qu'on reconnaît, de la forme symplectique
intérieure par x est en fait moins la dérivée extérieure de la fonction génératrice. Donc c'est un gradient. Donc calculons d'abord ça pour voir qu'on reconnaît. Donc ça, alors, je vais calculer d'un côté la contraction intérieure de sigma et de l'autre côté je vais calculer la dérivée extérieure d'une fonction quelconque. Alors, donc dvpi, je dois le remplacer par pi. Donc ça c'est pi dvqi. Puis dvqi, je dois le remplacer par grand QI, mais j'ai un signe moins parce que ça doit passer au-dessus. Donc ça fait moins QI dvpi. Bon, la QI, je peux le mettre avant ou après, hein, c'est une fonction. Et donc dvf, c'est quoi? C'est df dqi dvqi. Et donc vous reconnaissez les transformations canoniques. L'égalité des deux membres vous dit, donc si je regarde la partie des VPI, et sachant que j'ai mis un signe moins ici, pour c'est la raison que j'ai maintenant un signe plus, vous voyez que QI, eh bien c'est DF sur DPI, et PI, c'est moins DF sur DQI. Donc on reconnaît une transformation canonique. Donc vous voyez que dès qu'on connaît ça, et cette formule-ci, donc j'ai entouré, maintenant on croit que c'est un θ, donc c'est dangereux. Donc ceci et ça me permet de relier champ de vecteurs et fonction. Et donc c'est un champ de vecteurs très particulier qui définit une transformation canonique. Effectivement, vous reconnaissez les formules des transformations canoniques. Alors pourquoi je rappelle ça? C'est parce qu'on va utiliser ce principe dans le cas plus compliqué de la théorie des champs. On va dire, dans la théorie des champs, on va aussi associer à des fonctionnels des variables des champs et à des champs de vecteurs dans l'espace des phases, on va faire une association qui fait intervenir la structure symplectique que nous avons dans notre cas. C'est quoi? Ben, sigma, dans notre cas, c'est l'intégrale sur d3x de dv πij dv gij. Donc j'ai un sigma, donc c'est pour ça que j'ai une structure symplectique, donc en principe je peux associer champ de vecteurs hamiltonien, c'est-à-dire qui possède cette propriété, qui préserve la structure symplectique en fait, c'est l'équivalent, et fonction. Donc je vais utiliser cette formule et on va voir que cette formule fait intervenir de manière non triviale des termes de surface. Donc en fait j'ai envie de vous expliquer pourquoi il faut ajouter des termes de surface au générateur parfois. Et on va voir que c'est réellement parce que sinon on n'a pas des générateurs bien définis. Bien, alors je voudrais faire ce calcul en théorie de la gravitation. Et donc, je vais avoir une certaine... Donc, un champ de vecteurs dans l'espace des phases de la gravitation, ça définit une variation de la métrique. Donc, je vais appeler la variation... Bon, comme grand G est utilisé pour le tenseur d'Einstein, je ne vais pas utiliser grand G. Bon, je vais appeler ça AIJ, pour epsilon. Et un champ de vecteurs, et donc il faut aussi dire comment les PIJ se transforment. Et ça, je vais appeler BIJ. Donc je prends les lettres suivantes. Pour juste pas confondre avec des symboles déjà utilisés pour autre chose. Donc j'ai un champ de vecteurs dans l'espace des phases, et je vais voir à quelles conditions il est hamiltonien et construire son générateur. Mais d'abord, calculons la contraction de... donc ceci me définit un champ de vecteurs dont les composantes sont AIJ et BIJ. La forme symplectique avec ce champ de vecteurs, ça va être D3X. Donc je vais avoir BIJ dV GIJ. Donc je fais le même calcul, hein, mais maintenant j'ai les GIJ, c'est les Q de tout à l'heure,
puis moins AIJ dV pi IJ. Et maintenant, si je vous donne une fonction f qui est locale, qui est donnée par l'intégrale d3f d'une certaine fonction f qui dépend des g, des pi, des dérivées de g éventuellement, dérivées de pi, etc. Donc on veut appliquer cette formule et voir à quelles conditions, disons, quelles sont les conditions sur x et en fait sur f pour qu'on puisse avoir ça. Donc je vais calculer dv de f. Alors c'est quoi dv de f? Ben, j'écris les premiers termes, hein, je ne vais pas tout. df sur dgij, dvgij, plus df sur dgijk, dvgijk, etc. Etc. veut dire, ben, s'il y a des dérivées secondes, ce qui est le cas pour la courbure, ben, il y a un terme pour les dérivées secondes, puis si j'ai une fonction des pi, je dois faire la même chose avec les pi. Alors, vous voyez que pour comparer ça à ça, ben, ici, il n'y a pas de dérivée des dv de GIJ. Donc je dois intégrer par partie pour que cette dérivée ici tape là. Sinon, ça n'est pas la même, enfin, il n'y a pas égalité. Donc pour comparer les deux, je vais intégrer par partie. Alors quand j'intègre par partie, qu'est-ce que je vais avoir? Alors écrivons ça. En fait, vous ferez apparaître les dérivées de l'aire Lagrange de f. Donc je vais avoir les dérivées de l'aire Lagrange de f. Et puis je vais avoir la même chose, dérivée de l'aire Lagrange de f par rapport au pi. Plus tous les termes donnés par des divergences, enfin divergences au sens de dérivée totale, qui vont donc me donner des termes de surface. Donc je vais collecter un certain nombre de termes de surface. Alors pour des raisons qui vont être évidentes, je définis, alors je vais appeler ça MK, D2 SK, au bord de l'oxomasphère à l'infini. Et donc tous les termes de surface que je ramasse, il y en a beaucoup, je les mets ensemble, j'appelle ça moins MK. Il y en a un premier qui vient de là, mais s'il y a des dérivées secondes, ben, il faut intégrer par partie deux fois, donc voilà, il y a des tas de choses qui sortent. Hein. Mais donc la procédure est claire. Hein. Il faut se débarrasser des dérivées de ces objets qui apparaissent linéairement pour arriver à ça et ça. Et donc maintenant, si on veut que ceci soit égal à ça au signe près, donc, ou que ça donc, soit égal à moins dv de f, vous voyez qu'en général, on ne va pas pouvoir identifier les deux si le terme de surface est non nul. Donc, on veut que ça doit être strictement égal, ça doit être il faut identiquement égal. Donc si on veut que ça soit égal à ça, pour tout dvgij, dvpij, etc., ben, il faut que d'abord il faut que ces coefficients soient égaux, ça c'est bien, c'est sympathique. AIJ va donc être égal à delta f sur delta gij et BJ va être moins delta f sur delta pj. Donc là, on reconnaît les équations de transformation canonique standard, mais ça n'est vrai que si ce terme est nul. Si ce terme n'est pas nul, ben, on est coincé. Point. La transformation n'est pas canonique. Enfin, f ne me définit pas une transformation canonique. Et donc, si on veut... Alors, est-ce que les choses s'arrêtent là? Non, parce qu'en fait, il peut se faire que ce terme de surface soit lui-même la variation de quelque chose. Donc supposons que l'intégrale soit le dv de quelque chose. Donc il y a des dv, hein, dv de pi, donc c'est linéaire les dv. Supposons que ça puisse s'écrire comme dv d'un certain terme, alors je voudrais utiliser les mêmes notations
que dans mes notes, sinon. De fk dsk. Et là, cette fois-ci, c'est une fonction. Donc ça, c'est une informe. Il y a des dv. Mais si lui-même peut s'écrire comme le dv de quelque chose, donc sur la sphère à l'infini, alors, en prenant quelque chose et l'ajoutant à f, j'aurai que dv de f plus le terme de surface est exactement donné par ça. C'est-à-dire, pardon, par ça. Puisque dv de f va me donner ceci, on l'a calculé, mais dv du terme de surface va me donner plus ce terme-là. Et donc, ils vont s'entretuer. Enfin, ils vont s'entretuer. Et je vais rester avec le terme que je veux. Donc, si le terme de surface qui m'embête a le bon goût d'être lui-même une dérivée totale, la dérivée extérieure de quelque chose dans l'espace des phases, alors je peux m'arranger pour que f soit une fonction qui engendre une transformation canonique. Donc, soit bien un générateur hamiltonien, mais il faut garder le terme de surface. D'accord? Alors, si vous prenez... Si vous mettez ici une combinaison des contraintes, donc si f est une combinaison des contraintes, comme tous nos générateurs, mais avec des champs de vecteurs qui à l'infini ne tendent pas vers 0, donc si les champs de vecteurs tendent vers 0, il est clair que les termes de surface vont être nuls, ils ne vont pas vous embêter. Si les champs de vecteurs ne tendent pas vers 0, potentiellement, ces termes de surface peuvent être non nuls. Il faut regarder. Il faut tenir compte des conditions limites et voir ce qui est nul et pas nul. Mais donc, l'affirmation, et donc c'est un calcul qui est direct. Je vous ai donné les idées, donc maintenant, c'est juste... il suffit de mettre ça en musique. Si vous prenez, par exemple, H, vous allez voir que H tout seul, sans ce terme de surface, on obtient un terme de surface non nul qui nous coince. Et il faut ajouter ce terme de... Mais heureusement, ça peut être c'est le dv de quelque chose. De quoi? Précisément de ce que j'ai écrit là. Et donc, si vous l'ajoutez au départ, quand vous allez faire les intégrations par partie, la variation de ceci va précisément éliminer tous les termes d'intégration par partie non nuls que vous obtenez. Et donc, la somme a une des dérivées fonctionnelles bien définies qui permettent de dire qu'il y a une transformation canonique qui lui est associée, qui préserve la structure symplectique. Puisque c'est canonique. Enfin, donc ça, c'est l'équation qui dit que ça préserve la structure symplectique. Par contre, si vous n'ajoutez pas ce terme de surface, si je n'avais pas ajouté ce terme-là, et que je fais le calcul, et que j'essaye de voir quelle transformation ça m'engendre, j'aurais été coincé par un terme non nul ici qui apparaît. Et donc ça n'engendre rien. Je ne peux pas relier ça à un champ de vecteurs. Donc pour pouvoir faire cette association entre fonction et champ de vecteurs, il faut mettre un terme de surface dans le cas où le champ de vecteurs ne tend pas vers 0 à l'infini. Et pourquoi c'est à l'infini que les choses sont importantes? C'est parce que c'est précisément là que le terme de surface se trouve quand vous intégrez par partie. Alors ça, c'est pour l'énergie. Donc si vous faites le calcul soigneusement, c'est non trivial parce que c'est pour ça que je ne vais pas le faire. Il y a des dérivées secondes dans la courbure, donc il faut intégrer 2 fois par partie. C'est juste un peu, enfin c'est pas si compliqué que ça, mais c'est juste le genre de calcul pour lequel on fait des erreurs au tableau. Donc je vous donne les résultats. Vous verrez qu'il faut effectivement ajouter ça. Et que c'est non nul, c'est l'énergie AdM, c'est la masse de Schwarzschild. Donc si c'est dans une métrique de Schwarzschild qu'on fait le calcul, on va trouver la masse. Donc il vaut mieux pas dire que c'est 0. Maintenant, et là j'en parlerai alors la semaine prochaine, il y a plein d'autres transformations asymptotiques importantes en plus des translations dans le temps. Il y a certainement tout point carré. Et bien on peut voir qu'effectivement, pour toutes les transformations de point carré et également pour les transformations de BMS, on doit chaque fois ajouter un terme de surface, mais c'est possible, de telle sorte qu'on ait des générateurs bien définis, qui obéissent à ça. Oui? Pour les superrotations, c'est pas possible, non? Non, pour les superrotations. Donc quand je dis BMS, ici, c'est BMS en original, de Bondy, Metzner et Sachs.
C'est vrai. Donc pour les enfin, c'est pas possible. Il n'y a pas de théorème qui dit que c'est pas possible, mais personne ne l'a fait. Voilà. Et les essais, disons, les plus directs sont infructueux. Bien, je vois que le temps file, donc on est arrivé à la fin de cette leçon. Donc effectivement, il y a encore des choses que je devrais couvrir la semaine prochaine, ce qui veut dire qu'antidocitaire, je vais le comprimer, mais en un sens, dans antidocitaire, il y a beaucoup d'idées semblables qui apparaissent, simplement les conditions asymptotiques sont différentes parce qu'il faut approcher antidocitaire à l'infini, le terme de symétrie est différent, mais on a des générateurs non nuls donnés par des termes de surface en appliquant exactement les mêmes principes. Donc ce n'est pas très grave si je dois un petit peu comprimer antidocitaire. Je citerai certains théorèmes simplement. Voilà, on va s'arrêter ici, il est 15h30, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc je rappelle, s'il y a des gens qui sont arrivés en retard, que j'ai ici une liste complète de références qui couvre également la leçon de la semaine prochaine. Et c'était la même liste la semaine passée, donc, mais pour ceux qui ne l'auraient pas prise, elle est ici à votre disposition. Et si je vois qu'il n'en reste plus à la fin, j'en amènerai la semaine prochaine. Voilà, merci.